L'émission Le Vestiaire est une présentation de Hyundai Jean Thibault et de Microbrasserie Charlevoix. Mesdames, Messieurs, bonjour. Mon nom est Maxime Jaudoin et bienvenue à l'émission Le Vestiaire. Aujourd'hui, j'accueille mes collaborateurs Philippe Lavoie ainsi que François-Xavier Thibault. Au sport local, on parle de drague de Charlevoix. Chronique chasse et pêche également. Et enfin, le retour du baseball et on discute transactions chez les Canadiens. Alors préparez-vous, parce que Le Vestiaire, ça commence maintenant. Et c'est parti pour l'émission Le Vestiaire avec mes collaborateurs Philippe Lavoie et FX, François-Xavier Thibault. FX, bienvenue dans les portions de sport local. On est vraiment content de t'avoir ici pour cette portion-là, une première. Une recrue? Une recrue. On est très fébrile. Merci beaucoup de ta présence là-dessus. Messieurs, on va parler au sport local du drag de motoneige, Carnaval des éboulements, la 62e édition. Je peux vous dire que l'événement a été un succès parce que j'y étais. Ça sentait le gaz à plein nez, je vais vous le dire. Le site était rempli à craquer, ça a été positif. Et avant d'en parler, on va aller voir un extrait vidéo qui résume pour moi la journée en 60 secondes. On écoute ça et on vient au retour. Alors, messieurs, on a pu le voir sur les images, vraiment un événement qui a été extraordinaire, populaire et je pense que ce genre d'événement-là, on ne doit pas les sous-estimer parce que, tu sais, au début, on se dit, bon, comment ça va aller, mais il y avait des gens, FX, tu y étais, tu allais faire un tour. Oui. Philippe, tu as une moto, donc tu sais un peu ce que les gars vivent comme tels. Non. Donc, On n'est pas dans la même game, en fait, façon de parler, mais tu sais, je veux dire quand même, faut donner crédit à ce genre d'événement-là parce que c'est bénéfique. Ouais. Puis pour ceux qui ont été, on a pu le voir aussi. Ben, c'est sûr, puis même à travers les images, on sent l'essence. C'est ça qui est magique. Oui, oui. Non, mais honnêtement, mon skidoo, là, je peux même pas aller là. Je pense qu'il est barré à 70. Mais s'il y a une place qui ça peut fonctionner, un type d'événement comme ça, c'est dans Charlevoix. C'est clair. On est comme la plaque tournante un peu avec le Saguenay, avec Québec autour. Tout le monde vient dans Charlevoix. On sait qu'il y a de la neige année après année. Puis, ben, gars, on le voit sur les images, il y avait du monde. Puis, s'il y a une autre édition l'année prochaine, il va y avoir encore plus de monde parce que tous les commentaires que j'ai entendus, c'est positif. L'organisation, c'était A1. Je pense que c'était sérieux. C'était pas boboche comme on peut voir des fois. T'sais, tout était bien fait pour passer une belle journée. Puis justement, la météo était clairement du bord des organisateurs aussi parce que c'était vraiment une journée magnifique, là. Encore vraiment, ben FX, tu y étais, là, puis je pense que comme moi, tu as pu voir à quel point l'esprit, surtout de compétition, était très présente quand même. Oui, puis ça, je suis allé faire un tour, puis aussi au niveau de l'achalandage, j'étais assez intéressant, il y avait beaucoup de monde, il y avait une filée de véhicules, puis il y avait des jeunes, des moins jeunes, il y avait des jeunes familles aussi. Oui, il y a eu aussi des retombées économiques de ça, je pense, les restaurateurs, le dépanneur de Robin aux éboulements, il y avait tout le temps du monde, fait que, je pense que ça a été un bon événement pour la municipalité des éboulements. Là, et je peux vous dire, côté stationnement, il fallait arriver tôt parce que si tu voulais pas te ramasser à 10 pieds, même 10 mètres plus loin que le site, ben, il fallait quand même que tu arrives de bonne heure. Et messieurs, au niveau des bolides, là, bon, vous avez vu les images, les bolides qui compétitionnent ce genre de course-là, là, je m'excuse, mais on n'est pas dans le motoneige de secondaire 5. Là. C'est des moteurs absolument formidables, c'est des turbos. Même, il y avait des clous, là, des clous de plantés à travers les mean machines. Là. Honnêtement, c'était assez impressionnant à voir quand tu regardes en détail comment est-ce que c'est composé.
Ben, c'est sûr, je te demanderai un peu de respect pour mon skidoo, là, quand même. C'est une belle machine que j'ai, mais c'est sûr que là, on parle vraiment d'un bolide, là, d'une machine de guerre bien huilée. Là, c'est des vitesses qu'on va rechercher, ça prend de la performance. C'est optimisé. Oui, on fait pas du sentier, puis on regarde pas le décor. De toute façon, ils n'ont pas trop le temps. Là. Fait que, c'est sûr qu'on va chercher une machine, puis on parlait de l'odeur d'essence, l'odeur d'huile, ça vient avec aussi, puis je pense que même ça plaît aux gens qui sont là. Donc, puis en plus, l'autre affaire, c'est que tous ceux qui veulent faire de la vitesse, puis il y en a là, qui le font pas à la bonne place, là, c'est-à-dire les sentiers, mais c'est la place. Inscrivez-vous à ça, puis allez participer en ligne droite, c'est sécuritaire, il n'y a pas de danger, puis gâtez-vous, allez-y. Puis, tu sais, tantôt, tu parlais du stationnement. Tant qu'à moi, ça fait partie des choses qui font que c'est un gage de succès. Si tu n'as pas de place pour d'autres véhicules, c'est qu'il faut que ça soit plus gros que l'année prochaine puis qu'il y ait encore plus de monde. Fait que, tu sais, c'est une bonne nouvelle. Là. Super bonne nouvelle. Puis, tu sais, ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent, à Charlevoix, les gens disent « Hey, c'est spectaculaire. C'est spectaculaire, oui, mais c'est qu'on est habitué plus à une utilisation de la motoneige utilitaire et plaisancier. Absolument. Pour faire les tours d'un chalet. Puis là, c'est vraiment compétitif à là, ça roule des 100 000 à l'heure, puis ça y va. C'est sûr que c'est assez dépaysant de voir ça. Là. Mais ça m'a fait penser un peu, ce type d'événement-là, ce qu'il y a eu au Mont-Grand-Fond aussi. C'est pas la même chose. C'est pas de la vitesse, c'était de l'agilité, mais c'était quand même impressionnant de voir les skidoos qui peuvent aller aussi haut dans les airs puis retomber, puis il n'y a pas de problème. Puis tu as raison, FX, ici, c'est vraiment mais des skidoos pour les cabanes à sucre, pour aller au chalet, pour aller à la pêche blanche. Ou de voir de la vitesse comme ça, on n'est pas habitué non plus. Fait que c'est sûr qu'il y a du monde qui ont été très, très surpris là, ce week-end. Ben, c'est dépaysant, point final. À voir ça, moi, je serais pas capable de faire ça. Non, puis je veux pas le faire non plus parce que je sais que ça va mal finir, mais le décor aussi. Oui, ben oui. Le décor courir, puis savoir que tu as le fleuve qui est en arrière. Puis en plus, terminer un peu l'événement avec la course des bonhommes de neige qui a été remportée, selon mes sources, par le bonhomme de neige des éboulements. Il n'y avait pas de casse. Il n'y avait pas de... C'est un peu ça. Non, mais ça, honnêtement, de terminer ça comme ça, je pense. Puis on a répondu à l'invitation. Il y avait le bonhomme de neige de l'île aux Coudes, il y avait les éboulements. Le troisième, par contre, désolé, là, le courant m'échappe, mais quand même, les municipalités ont embarqué là-dedans. Donc, bon, il y en avait qui avaient des attitudes plus que d'autres, on l'a vu, là, mais quand même, je pense que ça, pour le spectacle, il n'y a rien de plus magique que ça. Pour les familles. Faut pas négliger aussi que le motoneigiste des éboulements avait l'avantage à la glace, c'était à domicile. Oui, en plus. Puis tu sais, dans des conditions parfaites de glisse, on va dire. Ouais, c'était truqué un peu, là, on va se le dire. Ouais, mais je me suis posé un peu la question, voir s'il n'y avait pas un peu de gars des vues en arrière de ça, là-dessus. Et le plus important, messieurs, c'est que ce n'est plus seulement aujourd'hui le drag des éboulements, c'est le drag de Charlevoix. Ouais. Parce que tout le monde, maintenant, est, pas dire familier, mais tout le monde se réunit pour faire en sorte que l'événement soit gage de succès. Et moi, je trouve ça bon parce que là, on s'entraide, on s'écoute, on s'investit. Puis donc, on peut dire, regardez, l'événement qu'on a fait, là, c'est Charlevoix. Il faut être fier de dire qu'on le fait ensemble. Moi, je trouve ça important. Ça promouvoit le sport en général, tu sais, aussi. Ça, c'est plaisant, parce que les véhicules motorisés avec la pandémie, ça devient de plus en plus cher. Puis le monde, souvent, il pense que c'est inaccessible. Ouais. Là, ils voient c'est quoi une motoneige. Puis je pense que ça peut éveiller l'intérêt des jeunes aussi. Ben, c'est sûr, mais tu sais, en même temps, ce que Max dit... Lorsqu'on parle de Charlevoix, justement, qu'on ne fait plus de distinction Est-Ouest puis que c'est un événement majeur, ben, je pense que là aussi, c'est une autre bonne nouvelle à l'organisation. Puis après ça, ben, tu peux le vendre, tu peux l'exporter, ce concept-là, d'aller justement des gens de Montréal, de Québec, dire hey, venez justement au drag de Charlevoix, venez, c'est gros, il y a du monde chercher de la commandite aussi. Oui, exact. C'est bien plus parleur comme ça. Puis retombées économiques, on ne se cachera pas. Les restaurants, les commerces, même les hôteliers aussi de la région, ça, pour eux autres, là, je n'ai pas eu les chiffres de ce côté-là, mais c'est sûr qu'on se doute que ça a été grandement apprécié. Ça va être mon seul bémol, parce que, tu sais, actuellement, avec la relâche, les 2 relâches, c'était plein partout. Fait que, tu sais, on veut aller attirer du monde supplémentaire. C'est difficile de loger les gens qui vont venir, là. Fait qu'il faut y penser les prochaines années, je pense, parce que c'est vraiment plein partout, là. Puis ne pas oublier aussi les manufacturiers de motoneige, tu sais, Polaris, Bombardier, ils ont des concessions dans Charlevoix. Puis les gens ils ont aussi souvent cette marque-là pour faire ces compétitions-là. Ben oui. Absolument, absolument. Ben écoutez, on dit bravo à l'organisation et en espérant que l'année prochaine, on ait encore plus de monde parce que, bon, je pense qu'ils le méritent. Ils ont travaillé fort pour ça. Et moi, ben, je leur lève mon chapeau. Alors, messieurs, merci beaucoup pour le segment sport local. Et évidemment, on espère que l'an prochain, ce sera encore plus grandiose de ce côté-là. FX, dans quelques minutes, on se retrouve pour la chronique chasse et pêche. Yes. Ça sera très plaisant. Alors, mesdames, messieurs, restez là parce qu'au retour, c'est la chronique chasse et pêche.
Et de retour à l'émission Le Vestiaire pour la chronique Chasse et Pêche avec mon collaborateur FX, François-Xavier Thibault. FX, aujourd'hui, on parle de prospection de territoire de chasse. Et là, on veut préciser parce qu'on a chasse au chevreuil là-dessus et on a chasse également à l'orignal. Exactement. Donc là, présentement, on est encore à l'hiver, c'est période hivernale. Donc là, actuellement, avec la neige, là, comment est-ce qu'on peut s'y prendre afin de bien répertorier un territoire de chasse? Ben là, écoute, on s'entend qu'on a souvent un territoire de chasse pendant plusieurs années. OK. Puis là, on est au mois de mars. Oui. On sait pas quoi faire. Puis là, les gens, ils veulent améliorer leur sort, ils veulent améliorer leur succès de chasse. La meilleure solution, c'est de commencer une prospection à partir de Google. Je vous explique comment aujourd'hui puis pourquoi il faudrait faire ça. Okay. On va analyser les peuplements écoforestiers. Oui. Puis on va voir les bons habitats où est-ce qu'on pourrait aller tirer notre épingle de jeu pour récolter un gibier. OK. Mais là, quand on parle de prospection, ce terme-là, là, on peut le définir comment? Comment est-ce qu'on peut résumer ce terme-là? Bien, prospecter, dans mon livre à moi, c'est de trouver un habitat préférentiel du gibier qu'on chasse. OK. Donc, ça veut dire, un animal, c'est comme un humain, ça a des besoins vitaux, se nourrir, s'hydrater et se reposer pour ruminer, vu que c'est des ruminants. Okay. Donc, quand je fais ma prospection, j'essaie de trouver l'habitat qui est le plus propice pour combler les besoins de l'animal. OK. Donc, c'est un peu comme des indices qu'on prend pour réussir à faire tout ça en ligne de compte. Le but, c'est de sauver de l'essence, premièrement, puis sauver aussi du temps, puis sauver de l'énergie, parce que marcher des montagnes... En marcher 5-6 dans une journée, je connais pas grand monde qui font ça. On s'entend. Il faut faire une bonne analyse, trouver les territoires de rut, trouver où est-ce que l'animal se tient. Fait que moi, j'aime mieux sauver du temps, puis au mois de mars, on fait rien pareil. Fait que je fais une analyse sur Google, sur des plateformes pour bien analyser les peuplements. OK. Donc, on parle un peu aussi d'une bonne préparation. C'est pour être sûr qu'on est bien équipé, bien armé pour ne pas perdre de temps et aller de l'avant d'une façon fluide. On va dire comme ça. Excellent. FX, maintenant, avec les cartes satellites, parce que ça, c'est un outil qui est très important pour une quelconque lecture là-dessus. Quel type d'habitat tu vas réussir à prioriser en utilisant cette méthode de recherche-là? Bon, peu importe que ce soit un orignal ou un chevreuil, moi, je vais cibler les besoins vitaux de l'animal. Donc, dormir, un site de repos, un site nourricier pour se nourrir et un site pour s'hydrater, un cours d'eau ou un ruisseau intermittent. Donc, quand je regarde ma carte, j'essaie de trouver premièrement une montagne avec de la forêt mature pour qu'il y ait de l'abri, qui va être capable d'abriter l'animal, mais qui va avoir aussi une source de nourriture proche. Exemple, une perturbation, un chablis, une coupe forestière, une coupe partielle qui n'est pas trop loin. Je vais essayer de trouver également des reliefs qui vont être plus intéressants pour qu'un gibier puisse circuler. Je vais essayer de trouver également un petit cours d'eau, souvent sur une tête de montagne ou dans un flanc, des choses comme ça. Puis je vais aussi essayer de regarder ma carte en fonction de mes besoins. Si, exemple, je sais que je vais chasser là au mois d'octobre, puis l'orignal s'en va vers les ravages, je n'irai pas dans le même habitat que si je vais le 25 septembre, dans la période d'accouplement des orignaux, qui vont être plus proches des sites nourriciers, puis dans les forêts matures. Tandis que là, souvent, ils vont être plus dans des forêts, dans des zones de nourriture plus sales au mois d'octobre ou dans des sites de repos très denses. Souvent, ils ne sont pas dans des grandes éclaircies. Là. Fait que souvent, je vais adapter un peu mon analyse en fonction de mes besoins. Quelle date je vais chasser. Là. Et là, quand tu parles de forêt mature, là, comment est-ce qu'on peut définir ça, une forêt mature? C'est quoi ça? Une forêt mature, c'est pas compliqué. C'est un peuplement forestier âgé de plus de 30 ans. Simplement. Ça va être des arbres, comme on voit ici sur l'illustration, des bons bio, des gros arbres qui vont souvent avoir de la repousse en dessous, qui vont avoir un deuxième étage de forêt. Dans le fond, c'est une forêt qu'on est capable de marcher dedans. Une forêt en régénération, c'est très sale. Ça va être souvent des jeunes arbustes avec un diamètre de 4-5 pouces, des choses comme ça. Donc, ça va être plus facile à voyager. Puis souvent, il va y avoir des zones de nourriture proches. Puis tu peux aussi être capable d'abriter là. L'orignal va s'abriter là carrément. Donc là, ce que tu dis, c'est ce qu'on voit à l'écran. Là, ça, on parle d'une forêt mature. Ça, c'est une forêt mature, mais par contre, moi, je ne chasserai pas là. Je t'explique pourquoi. Absence de nourriture. On le voit, il n'y a pas de jeunes arabes, il n'y a pas de ramés, il n'y a pas de jeunes framboisiers, il n'y a pas de sous-étage, c'est une plantation de pin. Ça, pour le chevreuil, ça pourrait être une transition peut-être intéressante si j'ai un site nourricier proche, mais je ne chasserai pas là, je ne mettrai pas une offensive de chasse à cet endroit-là. Là. Et là, ce qu'on parle, là, tu dis, bon, il n'y a pas de nourriture, toi, tu le vois sur les photos. Avec les cartes satellites, là, ça, c'est des choses que tu es capable de détecter rapidement là-dessus? Sur une carte satellite, on ne le voit pas automatiquement. Mais par contre, ce que je suis capable de voir, c'est la densité des arbres. Si je vois que les arbres sont espacés, égale puits de lumière, plus de luminosité, donc il va y avoir des entrées de lumière pour faire pousser de la jeune repousse. Si je vois que c'est du résineux qui est très sale, très dense, c'est impossible qu'une ramille d'érable pousse là-dedans. Donc, ça va être un fond souvent en fougère. Ça va plus être un site de repos. Par contre,
il arrive des fois que c'est une forêt qui est mature de résineux, mais qu'il y a des entrées à cause des chablis. Avec le vent, les arbres tombent par terre avec le vent. Donc, ça fait un puits de lumière. Sous une nourriture automatique, ça, c'est une cachette infaillible pour un orignal ou un chevreuil. C'est ces pièges-là que je vais aller chercher vraiment sur les cartes, soit du gouvernement ou ceux-là de Google. Les cartes satellites, là, Oui. est-ce qu'il faut être un expert pour lire ça? Qui peut lire ça? Est-ce que c'est monsieur, madame, tout le monde? C'est un expert quelconque? Parce que c'est pas évident quand même de trouver un indice quand tu sais pas ce que tu cherches. Il y a deux écoles de pensée. La première école de pensée, on peut faire affaire avec un formateur. Oui. Que lui, dans le fond, qui est spécialisé soit dans le chevreuil ou dans l'orignal, qui va expliquer un peu les essences, comment ça fonctionne. Il y a des articles aussi qu'on peut utiliser. Puis il y a l'autre école de pensée qu'on dit, moi, c'est juste pour avoir une vitrine ou un portrait de mon territoire. Fait que la personne, c'est où ce qu'elle chasse, elle regarde son territoire. Mais elle, ce qu'elle veut juste voir, c'est d'avoir une vue d'ensemble pour voir est-ce que son positionnement, exemple, de sa cache ou de son site d'appartage, il est à la bonne place. Fait que ça, dans ce temps-là, ben, c'est juste de comprendre feuillu, résineux, zone de transition entre les deux habitats, puis le cours d'eau, puis les accès. Là, après ça, on est capable de faire une offensive de chasse en fonction de ça. OK. Mais là disons pour résumer tout ça, là, on parle d'étapes parce qu'il y a beaucoup d'étapes à faire avant d'arriver d'un point A au point Z. Donc là, les étapes, là, il y en a quelconques, mais c'est des étapes faciles à franchir quand même. Là, c'est la surface que je t'ai expliqué, la base. Oui. Mais en termes des étapes, par contre, quand c'est un secteur de chasse, c'est des étapes faciles quand même parce que ce que tu as énuméré, ça se prend bien là-dessus. Là. Oui. Puis dans la prochaine chronique, on va aller plus en détail dans la technique, comment choisir son secteur. Je vais avoir un exemple. Puis je vais être capable en même temps d'expliquer en temps réel les stratégies que je prendrais sur ce territoire-là pour l'aménager pour qu'un chasseur soit capable de récolter son gibier. Écoute, FX, c'est vraiment intéressant. Puis je pense que là, on est encore en période de chasse. Là, ça continue. On est en développement. On est en développement. Donc, écoute, là, finalement, présentement, la chasse, là, est-ce qu'on n'est pas... J'aime pas le terme prime time, là, mais on est encore dans les bonnes aires. Là, c'est encore. C'est que là, le chasseur est tellement éveillé parce que la chasse est finie depuis le mois de novembre. Mais la chasse est en septembre. Il faut se préparer d'ici ce temps-là. Puis là, on est plein de bonne volonté. On veut réussir. On veut souvent être meilleur que l'an dernier. Fait que la meilleure solution, ça passe par la prospection. Puis je peux vous assurer qu'à la prochaine chronique, on va y aller encore plus en détail. Puis on va voir c'est quoi qui va faire la différence pour votre prochaine saison. FX, merci beaucoup, vraiment. On a appris beaucoup. Quand satellite, de mon côté, là, j'avais pas autant de connaissances, mais maintenant, je pense qu'il y a une petite twist là, chez nous qui s'est améliorée. Et ça, c'est grâce à toi. Donc, merci pour cette décortiquage-là. C'est très gentil. Merci beaucoup, FX. Merci. Mesdames, messieurs, merci beaucoup. Nous, on fait une courte pause. Au retour, c'est les Ligues majeures avec Philippe Lavoie et François-Xavier Thibault. Restez là. Et de retour à l'émission Le Vestiaire pour le segment des Ligues majeures avec mes collaborateurs Philippe Lavoie ainsi que François-Xavier Thibault. Messieurs, bon, au dernier show, on a parlé de baseball. Là, on parlait du lockout. On n'était pas certain d'avoir une entente de signer. Là, maintenant, enfin, ça revient. Le 7 avril, ça va commencer. Et malgré tout, on aura une année complète de 162 matchs. Mais quand même, on aura goûté à 99 jours de lockout malgré les premiers duels retranchés. Donc, est-ce qu'on doit être content, Philippe, de ce retour-là? C'est de la poudre aux yeux. C'était rire du monde. On l'avait dit lors de l'émission. Tu sais, oui, il y a un lockout. Est-ce qu'on croit qu'ils vont annuler la saison? Jamais dans 100 ans. On le savait tous qu'il y avait des opportunités à gauche et à droite puis qu'on allait finalement aboutir avec une entente qui est une entente correcte, là. Mais tu sais, ça valait pas d'un 99 jours de négociation pour en arriver à ça parce qu'il y a des affaires qui sont juste logiques. Des séries à 12 équipes. Tu sais, pourquoi on accepte ça? Bien, parce que des séries, c'est vendeur à la télévision. On va chercher encore plus de revenus en ajoutant 4 équipes. D'un, le suspense va durer un petit peu plus. Puis l'autre affaire, ben, tu sais, c'est les salaires minimums. Tant qu'à moi, c'est juste normal parce que, tu sais, un joueur à 700 000 versus l'autre qui a 22 millions, je peux comprendre qu'il va se donner un petit peu moins puis il va être découragé. Mais on n'a pas réglé les gros problèmes avec la taxe de luxe non plus. Oui, qui a été le point le plus important là-dedans. Ben, exact. Tu sais, on a une division, puis on parle beaucoup des Blue Jays. On est dans la division de luxe. Absolument. Où les équipes achètent des championnats, puis qu'on va avoir encore les mêmes courses aux séries avec les Red Sox, avec les Yankees, puis on va continuer dans la même poutine. Fait que on n'a absolument rien réglé. On a juste dit, hey, on a besoin d'argent, puis tout le monde veut jouer, il faut de l'argent, puis c'est ça qui arrive. Il n'y a pas de surprise là-dedans. Il n'y a pas de surprise. Mais attends, mais là, ici, quand tu dis, là, on achète des championnats, tu sais, c'est une phrase un peu, un petit peu bouche-bec parce que les équipes quand même travaillent fort pour avoir ce qu'ils en ont, remportent des matchs, donc au classement, on accumule des points. Oui, il y a une marge de manœuvre côté masse salariale qui embarque, mais est-ce qu'on peut vraiment dire que certaines équipes achètent des championnats comme tels? Ils l'achètent pas, ils tentent d'acheter le championnat.
Mais après ça, c'est de créer une synergie, de mettre les bonnes personnes aux bonnes places. Parce que là, on achète le meilleur de chaque équipe, on le fait venir dans notre équipe, puis on espère que ça fonctionne du jour au lendemain. Mais tu sais, le baseball, oui, c'est quand même un peu individuel, mais ça reste un sport d'équipe. Puis si la chimie ne prend pas, puis on l'a vu l'année passée, on était à un match de mettre les Blue Jays en série et les Red Sox out. Et ça dépend juste aussi du cœur au ventre des athlètes. Il y a des athlètes que ça les stimule de jouer contre des clubs qui sont pactés avec des masses salariales complètement folles. Fait on n'achète pas automatiquement le championnat parce qu'il y a des choses qu'on ne contrôle pas, mais on essaie fort de l'acheter parce qu'on a les moyens de le faire. C'est ça que je trouve un peu ridicule. Mais il y a un côté marketing là-dedans, il fait ce qui embarque. Là. Ça a un impact. Là. Le côté marketing, c'est aussi, il y a des équipes, on ne se le cachera pas, les Red Sox, ça a une histoire. Les Yankees ont une histoire. Fait que, tout ça rentre en ligne de compte. Tu es un joueur autonome, tu veux signer à quelque part. C'est sûr, tu vas aller où ce que l'argent est, puis le branding est bon, puis la situation est bonne. Mais moi, ce que je déplore du baseball majeur, c'est qu'il y a une absence de parité concrètement versus le hockey. On regarde le hockey, les clubs sont en développement, il y a une progression. Pourtant, au baseball, on a beaucoup de structures. On a des ligues mineures qui vont être quand même d'un bon calibre. Mais on ne voit pas de changement, moi, je trouve, dans les dernières années. Puis c'est ce que je déplore. L'absence de la parité, je trouve que ça fait mal au sport. Là. Définitivement. C'est un peu pourquoi, un exemple, depuis bien longtemps, les Red Sox sont au plafond et une équipe qui tire l'ailleurs, comme un exemple, les Tigers, rapidement, sont au bas du classement depuis X nombre de temps. Ça l'explique un peu le point que tu apportes. C'est tout à fait légal. Ça ne changera pas avec ce qu'on vient de signer comme convention. Absolument pas. Fait que, tu sais, oui, on a fait semblant que c'était vraiment des choses. Puis même le système de négociation est un peu ridicule parce qu'il y a 6 joueurs qui sont en plein sur le comité qui ont refusé ça. Puis finalement, quand ils sont allés voir chaque individu de chaque équipe, ils ont dit non, nous, on veut. Fait que, tu sais, est-ce que tu étais si bien représenté que ça à la table de négociation? Un petit cercle. Ouais, c'est ça. C'est douteux qu'un petit cercle peut décider de tout. Un mini country club, on va dire ça de même. On peut le dire. Peut-être qu'il y a des non-conformistes qui voudraient peut-être aller là-dedans, peut-être dire on veut des meilleures conditions, mais ce n'est pas le cas. Non, exact. Ben là, au moins, on a une entente de fait. Mais là, par contre, à la fin de l'entente qu'on a signée, là, si jamais on retourne dans ces souliers-là, est-ce qu'on va faire un lockout à chaque mood? Parce que je l'anticipe aussi, là. Ben, c'est sûr. Quand ça va terminer, à un moment donné, on retarde va le faire problème. ça à chaque fois? Ben, exact. On le retarde. On règle rien. On signe à court terme parce qu'on n'a pas le choix, parce que tout le monde perd de l'argent. Autre l'argent, il n'a pas de problème, ils vont négocier encore et encore. Mais là, tout le monde fait comme, hey, moi, j'ai signé un contrat, je vais être respecté. Les diffuseurs ont annoncé dans les stades, ils veulent qu'il y ait un retour sur l'investissement. Fait que, tu sais, on retarde. Ça va revenir encore et encore et encore. Mais le baseball, moi, c'est ma perception de la chose. Je trouve que ça vient un peu sur un respirateur artificiel dans le sens au niveau de l'intérêt. Il y a au Canada, les Blue Jays, 4-5 ans, il y avait de l'intérêt, le club était meilleur. Puis même actuellement, on entend parler un peu au travers de la ligue. Les équipes, là, c'est toujours les mêmes qui sont en santé, puis il y a toujours les mêmes qui battent de l'aile, comme on dit. Fait que ça a des incidences là, sur les situations actuelles. Là. La même chose que tu viens de dire avec la F1. La F1, c'était ça. C'était tout le temps les mêmes écuries qui venaient. L'achalandage a diminué. Ils ont eu de la misère. Puis là, il y a une course, il y a un petit regain. Il y a une effervescence. Oui. Mais à balle, c'est que la saison est trop longue. 164 matchs. On écoute le baseball à quel moment? Est-ce que l'été, tu écoutes un match? Non. Bien mal pris, il pleut dehors, puis c'est un orage, là. À la fin du travail, on commence. Ben exactement. Quand les playoffs commencent, on joue-tu pour 500? On va le baseball l'automne. Ouais. C'est ça. Mais en tout cas, on n'a rien réglé, puis ça va revenir dans... Écoutez, en tout cas, on ne peut que maintenant savourer la saison en tant que partisan. C'est tout ce qu'on peut faire. Et en espérant que les Jays fassent un très long bout de chemin et même, peut-être se rendre jusqu'au sommet. Juste de nouvelles équipes, point. Oui. Des nouveaux talents. Oui, exactement. Je pense que ça va... J'ai confiance que les prochaines années nous apportent peut-être ce petit point-là. Messieurs, maintenant, entrons dans le volet du Canadien de Montréal. Yes. C'est important d'en parler parce que là, ça continue à bien aller quand même. On joue avec beaucoup plus de caractère. Là, ici, j'appuie les propos parce que avec Martin Saint-Louis, on parle de 8 victoires en à peu près 12 matchs. Avec Dominique Ducharme, c'était 8 victoires en 2 mois. Fait que là, on voit vraiment l'évolution. Là, c'est ça le prouve là-dessus. Là, maintenant, dossier transaction, parce qu'il reste une semaine... Dossier chaud. Avant de savoir qu'est-ce qui va arriver là-dessus. Là, on le sait, on le répète depuis longtemps, c'est Ben Chirot, c'est Jeff Petrie, c'est Lekonen, c'est Armia qui embarquent dans les rumeurs comme telles. Là, je veux savoir, selon vous, messieurs, qui va partir en premier dans cette équipe-là? Là? Phil commence. C'est compliqué parce que, présentement, là, les cartes sont mêlées excessivement. Oui. Mais un bon DG, ce qu'il va faire, il va pas regarder les 8 derniers matchs sous l'effet Saint-Louis. Là. Ben, tu peux le faire, mais on va voir ce que ça va donner. Là. Il faut que tu analyses sur la saison au grand complet. Puis c'est là que moi j'embarque. T'sais, bon, je sais que tu es content, Maxime, parce que ton club excelle puis Caulfield a une garnotte,
Mais dans les faits, sa garnotte était où avant? Elle n'existait plus, il vient de la développer, il l'a retrouvée. Tu sais, c'est tout ça. C'est pourquoi avant ça marchait pas? Ça veut-tu dire qu'il faut vraiment que tu l'encadres tout le temps, puis il faut que tu le chouchoutes? Puis Petrie, qu'est-ce qui a changé? Juste le coach? Tout d'un coup, là. Juste un coach. Qu'est-ce qui se passe, là? Tu sais, c'est ça qui me fait rire un peu, parce que échanger qui vous voulez. Toffoli, je l'aurais pas échangé parce que le contrat, il coûte pas trop cher. Ouais. T'as un bon, puis ça te prend un bon mix de vétérans aussi. Mais manquer de rapidité selon les objectifs. Je peux t'en nommer une couple là, qui en manque de rapidité. Puis ils ont joué longtemps dans la ligue. Mais à un moment donné, c'est ça là, qu'il faut que tu sois capable de te partager qu'est-ce qu'il va me donner le joueur. Parce que s'il arrive dans l'équipe et il n'aime pas son coéquipier, c'est tout ça que ça va se dire. Ben, Mike Hoffman, c'est ça. Sans le nommer, C'est Mike ça. Hoffman, Hoffman, bon contrat pour le salaire, mais il rapporte pas cette année une saison de 30 buts. Là. Non. Puis c'est ça qu'on allait qu'à chercher. faire avec, c'est un joueur de périmètre. Mais Carey Price, si le retour est bon, est-ce que c'est un gardien qu'on laisse aller? Parce que, bon, masse salariale évaluée à 10,5 millions vu son contrat. Alors, Price, selon vous, si on regarde, est-ce qu'on devient meilleur à court terme avec ce gardien-là? La première question, veut-il partir? Parce que souvent, selon les informations de l'état-major, on entend que Carey Price veut rester, il est établi, il aime Montréal, etc. Mais il faut que le retour en vale la peine. Parce que, exemple, notre équipe actuellement, le Canadien de Montréal, c'est quoi? C'est des joueurs de périmètre. Oui. C'est la lacune du Canadien. Donc, qu'est-ce qu'on va aller chercher? Ça nous prend un deuxième centre qui va être capable d'appuyer Suzuki. Ça va nous prendre un bon défenseur top 4 capable de faire une bonne première passe avec une bonne relance. Donc, ça nous prend ça si on veut échanger Carey Price. Mais en même temps, tu sais, c'est bien beau de dire Carey Price va aller où, mais qui veut Carey Price là présentement? Qu'est-ce qu'il vaut À Carey Price? 10,5 millions aussi. 10,5 millions, un genou que personne ne trosse trop là, parce que des retours, il en a essayé, il y a des pauses. Mais par contre, si tu me dis Carey Price revient en santé, le Canadien va être dominant. Le Canadien, présentement, là, la défensive joue ses talons parce qu'elle se dit on peut pas les trois en avant parce que s'il y a un échappé, c'est pas mal sûr que c'est un but. Les relances des gardiens de but, en as-tu vu, toi, depuis qu'il... Pas beaucoup. Allen, il y a de la misère à aller dans les coins aussi, puis c'est jamais été sa force de la relance. Pas de contrôle de rondelle. Montembeault, non plus. Hammond, non plus. Price était un défenseur. Et on s'entend qu'un gars comme Price ne partira pas dans une semaine. Lui, ça va être plus durant l'été. Je pense aussi, une fois que sa blessure va être faite, une fois que ça va être long, c'est vraiment là que ça va... Donc, attendez-vous pas à ce que Price parte d'ici lundi. Là, on s'entend. On n'est pas là. Messieurs, merci. Très apprécié pour ce segment sport. Merci, Fix. Les Ligues majeures. Merci de l'invitation. Et Fix, merci beaucoup. Meilleur que Mathieu. Pour une première, ça a été très apprécié. Vraiment, là, ça a été un beau coup de cœur aujourd'hui. Tant mieux. Merci beaucoup, merci messieurs. Merci également aussi à vous à la maison. Quant à moi, je vous dis portez-vous bien. On se retrouve très bientôt. Ciao! L'émission de vestiaire est une présentation de Hyundai Jean Thibault et de Microbrasserie Charlevoix.